Et actuellement, l'enregistrement a démarré? Ah oui, ça a démarré. Mais Philippe Lemaire démarre tout de suite. Nous sommes à Grenoble, chez Monsieur le maire. Voilà, le maire de Grenoble. C'est pas le maire de Grenoble, mais c'est Philippe Lemaire qui habite à Grenoble. Et Philippe Lemaire, on le retrouve sur Internet. Oui, exact. Pour certaines conférences que vous donnez. Oui, donc il y a un certain nombre de conférences qui sont maintenant diffusées, donc avec YouTube. Et ce fameux YouTube. Et puis, les conférences, les sujets, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. C'est les crop circles. Oui, entre autres. Et puis, donc le mystère de la vie, donc, qui a fait l'objet d'un livre. Oh, ça tombe bien, c'est sur la table. Dites donc. Alors, on monte tout de suite chez Eddy Livre. Le mystère de la vie, Philippe Lemaire. Oui. Un livre. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que c'est un livre avec des photos. Alors, au moins, il y a des illustrations, on comprend mieux. Oui, il y a quelques illustrations et je pense que c'est très intéressant. Et donc, dans le livre, les illustrations à l'intérieur du livre sont en noir et blanc. Par contre, on peut télécharger maintenant donc les versions numériques du livre. Et là, les photos sont en couleur. Pratique. Donc, oui. Et alors, bon, j'ai pas eu le temps de lire le livre parce que là, je débarque à Grenoble et je repars, mais je me doute que s'il y a marqué le mystère de la vie, c'est que ça parle du sens de la vie et d'où on vient, et qu'est-ce qu'on y fait et où on repart, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, en fait, on a un passage relativement court sur Terre, et après, je dirais que donc on va avoir une évolution qui va se passer dans d'autres plans, d'autres dimensions. Et donc, on va peut-être en parler ce soir. Il faut bien. Et il faut parler de vous aussi, Philippe Lemaire. Oui. Donc, naturellement, ce n'est pas votre travail principal. Vous ne faites pas ce livre pour gagner de l'argent. Vous ne faites pas les conférences pour gagner de l'argent parce que vous avez un autre métier. Toutes mes conférences sont gratuites. Oh, dis donc, c'est cool ça. Oui. Et c'est annoncé sur Internet, sur votre site? Alors, non, disons que j'utilise 2 sites qui sont sur Grenoble. Donc, OVS, ça veut dire on va sortir. Et puis, il y a un autre site qui s'appelle Daily Friend. Comment? Daily Friend. Daily comme jour et Friend comme ami. Comme ami, d'accord. Et là, on sait quand est-ce que vous allez présenter les différents sujets pour comprendre le sens de la vie, c'est ça? Alors, en fait, ça touche différents domaines parce que je ne veux pas opposer, je dirais, la spiritualité donc au domaine physique. Je pense que les deux sont vraiment importants. Alors, je parlais de votre métier qui n'était pas celui-là, parce que vous êtes... Donc, moi, je suis ingénieur donc, en électronique. Bon, on rigole pas, c'est du scientifique, sinon c'est du sérieux. C'est scientifique et donc c'est au travers de ce que j'ai pu écrire. Donc, effectivement, j'ai imprimé ma marque scientifique. Oui. Mais il y a d'autres aspects qui ressortent dans le livre. Donc, et encore ce donc, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop tôt de le sortir, mais ça veut dire que le technicien, le cerveau scientifique qui est en face de moi, a réussi à capter des informations d'une façon un peu moins scientifique que prévu. C'est-à-dire que c'était quoi? C'est des voix qui vous parlent? Vous avez fait de la transcommunication? Vous êtes Dieu est avec vous? Comment vous avez pu écrire le mystère de la vie? Alors en fait, c'est le fruit d'une longue expérience, parce que donc cette année je vais avoir 60 ans. Vous ne les faites pas. Ah oui, et j'ai commencé donc cette démarche-là très très jeune, je peux dire vers l'âge de 11 ans. Donc à 11 ans, par exemple, j'ai découvert l'hypnose. Et donc avec l'hypnose, on accède à des stades de conscience qui sont complètement différents de la conscience de veille et de la conscience du sommeil. Et donc on peut avoir accès à ce qu'on appelle le subconscient et la mémoire du subconscient. Et donc j'ai découvert ça au fil des années. En m'exerçant donc dans ce domaine-là. D'accord. La mémoire de l'inconscient collectif ou... Alors non, la mémoire de l'inconscient, oui, du subconscient de chaque individu, parce que en fait, on conserve dans notre mémoire tous les événements depuis la naissance. Bon, donc ça vous a toujours intéressé depuis tout petit. Conscience modifiée grâce à l'hypnose. Vous allez me parler de la méditation à tous les coups parce que c'est un peu lié quand même. On est dans des modifications de conscience. Et le scientifique que vous êtes a pu quand même calquer la méthode scientifique, c'est-à-dire si c'est reproduit, c'est que c'est scientifiquement prouvable, ou vous partez un peu en vrille parce que ce n'est pas le même stade, c'est pas le même... La même approche. Oui. Alors, en termes d'approche, il faut que les choses déjà soient cohérentes et logiques.
Donc ça, que ça soit dans le domaine spirituel ou le domaine scientifique, je pense que c'est une condition sine qua non, et même je dirais au-delà mathématique, physique et mathématique. Ah, faut que ça tombe juste. Voilà. Ah oui. Et donc si ça ne peut pas être démontré, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être démontrées et doivent être au moins prouvées par l'expérience. Donc ça peut être une expérience personnelle ou une expérience qui est transmise par un certain nombre de personnes. Et donc en confrontant l'expérience des différentes personnes, on trouve témoignages, vous voulez dire des témoignages, oui. Mais tout témoignage est relatif aussi. Oui, mais on voit des points de convergence et des points de divergence, et à ce moment-là, en faisant une analyse aussi, une approche assez scientifique, et bien des statistiques, et puis vous dites, finalement, ça revient plus souvent, la réincarnation revient plus souvent qu'autre chose, et on en déduit que ça existe. On va jusque-là je dirais qu'il faut du temps, et je dirais même des années, avant d'apporter des conclusions qui sont pertinentes. Bien sûr. Alors, si vous je t'interromps, vous savez que vous me connaissez, donc c'est normal, vous ne parlez pas mal. Mais si vous travaillez avec l'inconscient et le subconscient, puisque c'était ce que vous me dites, c'est quand même dans le flou, c'est le rêve, enfin c'est aussi des fantasmes, tout est mélangé dans notre cerveau. Donc n'est-ce pas partir avec de fausses bases qui sont intangibles et invérifiables? Oui, mais en fait, que ce soit, je dirais, dans la vie qu'on mène avec notre conscience éveillée, ou que ce soit dans le rêve, ça fait appel à deux réalités différentes. Oui, d'accord. Et donc il faut connaître le langage de chaque réalité. Oui. Le langage des rêves, le langage de ce qu'on vit avec la conscience de veille. Conscience de veille. Oui. Donc ça, vous avez appris ça du fait que j'ai découvert l'hypnose, je me suis intéressé aussi à la psychologie. Oui. Donc il a fallu que j'étudie, je dirais, pendant un certain nombre d'années. Les archétypes, les symboles. Oui, tous ces domaines-là, et voir comment je pouvais utiliser cette connaissance donc à profit, donc pour essayer de mettre à jour ce que j'ai appelé le mystère de la vie. D'accord. Ce que je comprends, donc, c'est que vous avez été votre propre cobaye tout au long de votre vie. Oui, donc je suis quand même un autodidacte. Oui. Autodidacte, et je fais des expériences sur moi-même. Donc ça vous a réussi, finalement, alors il y en a à qui ça ne réussit pas. Il y en a qui partent en vrille et qui deviennent complètement fous, ou qui se prennent pour Jésus ou Dieu le Père. Oui. Donc vous avez, grâce à votre formation de scientifique, vous avez gardé les pieds sur terre. C'est déjà une bonne chose. C'est ce que j'essaye de faire. Mais quand même, vous avez le livre, le mystère de la vie, donc vous avez tout compris du mystère de la vie. Alors. Non, alors disons que là, on peut dire que ce livre, c'était juste une introduction. Parce que le mystère de la vie, c'est quelque chose où il faut des siècles. Et des siècles pour comprendre. Voilà. Déjà, vous instaurez qu'il y a un mystère dans la vie. Oui, un mystère, et donc on peut approcher ce mystère, arriver jusqu'à un certain point, mais c'est un peu comme la découverte de l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Donc à un moment donné, on s'arrête. Et oui. Parce que le cerveau ne suit plus. Voilà. et je dirais la phase expérimentale, ce qu'on peut observer, s'arrête à un moment donné. Et oui. Alors, encore une fois, comme je n'ai pas lu le livre, mais qui est là, passionnant, parce que rien que le titre, naturellement, on s'y plonge, Le mystère de la vie, chez et 10 livres de Philippe Lemaire. Je le feuillette comme ça, en même temps qu'on discute, et je m'aperçois que vous reprenez pas mal de notions scientifiques, et d'expériences et de témoignages, et que vous avez scientifiquement, honnêtement, remis tout cela dans la recherche de la vérité, ou vous n'avez pas fait ça à votre sauce? Pour un scientifique, la vérité, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Donc c'est l'approche, au moins l'approche de la vérité, et la vérité, c'est quelque chose d'assez complexe à atteindre. Je vais juste donner un exemple. Si je vous montre une pièce, voilà, vous allez voir le côté face, moi je vais voir le côté pile, oui. Et donc la description de la réalité sera différente. Celle que vous ferez sera différente de la mienne. Et pourtant c'est la même pièce. Et pourtant c'est la même pièce. Donc c'est la même réalité, mais vous n'aurez qu'une vue partielle de la vérité. Oui, ben on parle des dimensions, des différentes dimensions, la 6e dimension. Disons que même dans notre dimension à nous, troisième dimension, l'approche de la vérité est difficile. Il y a la tranche en plus. Oui, voilà. Et si en plus on fait tourner la pièce sur elle-même, alors là on voit la même chose, mais on a une autre réalité encore. On voit la même chose, mais on ne voit plus grand-chose. Voilà. Et donc, pour pouvoir voir la vérité, il faut voir la vérité sur toutes ses faces. Et oui.
Et ça demande du temps. J'imagine. Alors, sans déflorer tout ce qu'il y a dans le livre, dites-moi un petit peu ce qu'il y a dedans quand même, parce que on ne va pas le lire comme ça, on ne va pas faire la lecture pendant 1h30. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Je ne veux pas lire non plus ce que vous avez détaillé en chapitre, la table des matières, mais qu'est-ce qu'on retrouve concrètement? Votre vie personnelle et les témoignages que vous avez glanés à droite à gauche et vos expériences depuis l'âge de 11 ans? Alors, non, ça n'est pas sous la forme d'un roman ou d'une histoire qui est contée. Donc, c'est plutôt par chapitre et par thème. D'accord. Par thème, donc par exemple, je vais aborder ce que c'est que le désir. Oui. Donc, le désir, la souffrance. Et les types de souffrance qu'il peut y avoir au niveau... Donc, c'est philosophique. Vous expliquez pourquoi c'est dans la vie, mais ça va au-delà de la philosophie. D'accord. Parce que oui, peut-être métaphysique, physique et métaphysique. Et en m'appuyant donc sur les connaissances qu'on peut avoir actuellement sur l'être humain. Mais par la psychologie ou quelle connaissance? Par la psychologie, par l'hypnose? Oui, par la psychologie, mais également, je dirais que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont au-delà des choses qui peuvent être vues avec nos 5 sens. Donc les aspects de connaissances donc dans les mondes par exemple supérieurs. Donc vous parlez de médiums, de voyants les médiums, ils ont un accès particulier, donc un domaine de connaissances qui fait partie pour moi du plan astral. D'accord, c'est le scientifique qui parle, vous avez testé des médiums et vous êtes sûr que ce n'est pas des charlatans, c'est bon, ils partent dans un plan astral. Le plan astral, c'est-à-dire le plan qu'on va tous retrouver après notre mort. Notre mort sur Terre. Notre mort physique. D'accord, c'est pas le paradis pour autant, le plan astral. Non, c'est pas le paradis. Donc, j'ai pas réellement détaillé tout ce qui pouvait exister sur le plan astral. Mais en fait, ce que j'essaye de dire au travers du livre, c'est que la façon dont est constitué l'univers, eh bien, nous sommes constitués exactement de la même façon. Cosmogonie. On est le microcosme, le macrocosme, tout ça c'est en nous, c'est ça? Oui. On est l'homme du haut et du bas. C'est vrai au niveau matériel, au niveau physique. Par exemple, tous les atomes qui composent l'univers sont également dans l'homme. On retrouve de l'or, de l'uranium, tous les atomes qu'il y a dans l'univers sont dans l'homme. Je comprends bien, nous sommes une poussière d'étoiles, voilà. Un conglomérat de poussière d'étoiles. Mais qu'est-ce qui maintient le tout? Et donc, il y a une organisation. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une organisation sur le plan physique, et on va retrouver aussi une organisation sur tous les autres plans. Et c'est ça qui est... Vous comptez combien de plans physiques Alors, il y a le plan astral, mais qui gouverne principalement les émotions. Oui. Et donc, lorsqu'on va se retrouver sur le plan astral, on va s'apercevoir que les émotions ont une grande importance et font vibrer notre corps. Et on perçoit cette vibration au travers de couleurs. D'accord. Et l'aura, donc c'est. Voilà, l'aura, donc c'est une perception du monde astral. D'accord. Et ça, ce savoir, ce que vous êtes en train de me dire, qu'on retrouve dans le livre, c'est le scientifique qui l'a prouvé comment? Alors, qui ne l'a pas prouvé, mais au travers, par exemple, de la méditation que j'ai pu utiliser, donc les couleurs, je les ai vues et associées à chaque type d'émotion. D'accord. Encore une fois, conscience modifiée, hypnose, méditation, même combat, et connaissance grâce à cela. Oui. Donc, il y a une partie des connaissances qui viennent de la méditation, mais aussi beaucoup de connaissances qui viennent de mon approche scientifique, de mes lectures, etc. Oui, des concordances d'infos. Mais on peut peut-être rêver tous la même chose et c'est peut-être pas réel pour autant. Voilà. Donc là, c'est là la grosse difficulté, savoir faire la part de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Alors qu'est-ce que la réalité déjà? On va pas tomber dedans, mais oui, je continue, oui. Et donc, comme je disais, un des premiers facteurs, c'est le temps, et ensuite l'expérience. Par exemple, au niveau physique, quand j'expérimente certains types d'alimentation et autres, actuellement je suis végétalien, mais pendant 30 ans, j'ai été végétarien. Oui. D'accord. Et alors, ça fait... Végétarien, vous mangez des œufs, du lait, et végétalien... Pas d'œuf. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'ai commencé l'expérience végétalienne. Pas vegan pour autant. Non. On est en train de pas loin. Oui. Et pourquoi? Parce que je commençais, donc là j'approche de la soixantaine, et je commençais à avoir des problèmes d'hypertension.
Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose dans mon mode de vie qui ne colle pas, et donc il faut que je change quelque chose. Et donc, au travers de mes lectures, mes expérimentations et autres, je me suis dit, l'alimentation est certainement au cœur du problème. Et donc, j'ai expérimenté pendant 1 mois l'alimentation végétalienne, et ma tension est redevenue normale. Et depuis, je n'ai pas besoin de prendre de médicaments. Vous n'avez pas eu autre chose à la place comme problème? C'est parce que tout arrive à se ressentir. Alors, je dirais que pendant 1 mois, pour pouvoir passer d'un régime carné ou omnivore, etc., à un régime végétalien, donc il faut une période d'adaptation qui, je pense, est liée à la flore intestinale, à l'adaptation de la flore intestinale, et il faut à peu près 1 mois. Et pendant ce mois-là, on peut avoir des désordres intestinaux, et donc il faut passer ce cap-là. Il y a le jeûne aussi, c'est bien le jeûne. Le jeûne, oui, et donc il y a de plus en plus, par exemple, de preuves scientifiques qui montrent que le jeûne peut aider beaucoup dans le cadre de cancer. Oui, appauvrir les cellules cancéreuses, pas prendre de sucre, parce que ça les nourrit, et essayer de les faire partir. Et donc, le corps a des possibilités de régénération et de lutte contre tout ce qui vient le perturber. Et par exemple, au niveau du cancer, il y a beaucoup de cancers qui sont liés, je pense, au stress. On peut se fabriquer aussi, mais c'est pas que ça. À l'alimentation, bien sûr, c'est lié aussi. On va pas tomber dans le cancer parce que tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui souffre du cancer et qui s'en sort plus ou moins bien. Certains s'en sortent très très mal en allant voir les docteurs. Et je me permets de continuer ma phrase en précisant que d'autres s'en sortent brillamment, magnifiquement, en supportant un protocole de rayons et de chimiothérapie monstrueuse, mais s'en sortent. Donc, il ne faut pas non plus taper aussi sur la médecine. Et avec non, mais le cancer, c'est toujours compliqué. Si on peut faire du préventif, effectivement, faisons attention à ce qu'on mange et à ce qu'on a dans le mental, peut-être qu'on pourra éviter certains cancers. C'est ça. Je dirais que les approches scientifiques montrent que c'est le niveau de stress qui va avoir un impact sur nos défenses immunitaires. Et ces défenses immunitaires, donc, si elles deviennent plus faibles, eh bien, ne sont pas à même de pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi trop d'alcool ou trop de cigarettes. Après, il y a beaucoup d'autres explications. Pour le cancer, oui, il y a plusieurs cancers. Oui. Dites donc, alors je reviens à la petite question parce que ça m'intéresse énormément. Nous sommes une poussière d'étoiles, nous avons tous les atomes, tous les éléments de l'univers, d'accord, mais qu'est-ce qui maintient le tout? Qu'est-ce qui maintient le Yann-Éric avec ces petits atomes et ces petites poussières d'étoiles? Comment ça se fait que j'ai cette forme-là, docteur? Voilà. Eh bien, tout le monde parle maintenant de l'ADN. Donc, lorsqu'il y a eu la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, donc chaque parent a donné la moitié de son ADN, et tout s'est construit à partir de là. Donc la petite graine, voilà. un tout petit truc minuscule, je suis devenu un Yann-Éric. Et tous les codes sont à l'intérieur de cet ovule qui va être fécondé. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un petit peu l'être divin dans l'affaire? Ça me paraît bizarre, quoi. L'être divin, il est intervenu, il intervient toujours, mais il est en arrière-plan. Il n'est pas directement impliqué. D'accord. Et donc, il y a des forces qui sont en présence, donc des forces électriques. Par exemple, lorsqu'on regarde des cristaux de glace, eh bien, la formation des formes géométriques qu'on voit avec les cristaux de glace sont dues à des forces électriques qui sont présentes. Eh bien, dans le corps humain, on a également des forces électriques. Et donc, il y a les Indiens qui ont étudié ça depuis longtemps, qui ont vu, par exemple, qu'on avait des centres de force, des centres d'énergie qu'on appelle les chakras, donc qui sont le long de la colonne vertébrale. Les chakras, et puis aussi les méridiens chinois. Les méridiens, les nadis, etc. Donc des lignes de force, mais qui sont plutôt de nature électrique. Et on s'est aperçu que la Terre aussi avait ces lignes de force. Oui, bien sûr. C'est ça qui maintient le bazar, c'est ça qui fait que j'ai 5 doigts. Voilà, donc ces forces électriques sont chargées d'organiser un peu la matière. Mais vous savez que j'ai pris plus d'une fois le courant dans les doigts, moi. J'aimais bien me tripoter l'électricité, et donc ça aurait dû me détruire complètement, parce que 220 volts, ça devrait me faire partir en vrille dans tous les sens, et non, je suis encore vivant. En fait, le cerveau a été atteint, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas la tension qui va... Moi, j'ai touché par exemple 5000 volts, donc ça me fait une décharge, mais je ne suis pas mort pour autant. C'est pas la tension qui tue la personne, c'est l'intensité du courant. D'accord, mais l'organisation électrique donc n'est pas changée pour autant.
Alors si, elle peut être perturbée par le passage d'un courant. Et donc, par exemple, avec l'acupuncture, maintenant, on fait ce qu'on appelle de l'électroacupuncture. Et donc, on va faire passer des petits courants à l'intérieur du corps pour essayer de rééquilibrer les énergies. Oui, c'est empirique, ça, parce que vraiment, ils suivent leur bon bouquin, parce que les Chinois, ils sont quand même super superstitieux. C'est dur à dire, super superstitieux, mais j'ai réussi à le faire. Ils se promènent avec de la superstition quand même un petit peu partout. Hein. Donc là, l'Américain... Initialement, donc, ils ont dressé des cartes, et ceux qui ont dressé les cartes étaient clairvoyants. Et donc, bien inspirés, d'accord, mais enfin... C'est des vieilles cartes, hein? Oui, c'est des vieilles cartes, et le problème, c'est que ceux qui pratiquent maintenant, n'ont pas forcément toute la connaissance qu'il y avait pu y avoir à un moment donné. Bien entendu. On tombe sur les guérisseurs, les magnétiseurs, qui donc là donnent le fluide aussi, qui est de l'électricité pour vous. Donc. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale ou l'énergie éthérique. Alors, quand on serre la main, ça comme ça se transmet Oui. Donc, il y a une espèce de champ qui est autour du corps humain et que maintenant on arrive à visualiser, donc avec ce qu'on appelle les photos kirliennes. Oui, du kirlian, les égouts kirlians. Donc essentiellement autour par exemple des mains, etc. Donc on voit une espèce de champ énergétique. Oui. Mais c'est un champ qui reste à proximité du corps. De différentes couleurs. Donc ça c'est le champ éthérique, mais après on a des champs qui s'étendent beaucoup plus loin au niveau du corps. Et donc, c'est celui qui suit, c'est le champ astral, donc l'aura astrale. Donc là, on va voir des couleurs qui vont tournoyer, mais c'est pas les couleurs. Enfin, je voudrais quand même mettre en garde donc les personnes, parce que souvent on voit des photos sur Internet, et pour moi ça correspond pas réellement à ce qu'un clairvoyant voit. Philippe Lemaire, vous voyez des photos sur Internet. De quel ordre? Parce que là, j'ai du mal des photos sur Internet où on montre l'aura des personnes. Ah, d'accord. Qui sont dissociées du système kirlian. Et oui, c'est complètement dissocié, parce que sur une photo kirliane, on voit qu'un champ énergétique légèrement bleuté, donc autour du corps. Il y a des trafics, enfin c'est un peu traficoté. Non, mais ça, on a, pour l'instant, d'un point de vue technique, on n'a pas réussi à faire une image réelle de l'aura. Tel que les clairvoyants peuvent le voir. Le voir, oui. C'est-à-dire, généralement, on voit l'aura complètement sur votre corps entier. On vous dit que vous êtes un peu jaune sur la gauche, mais il y a un petit trou noir vers la... Voilà, c'est ça. Oui. Mais bon, encore une fois, on tombe dans l'imagination, peut-être, si on veut rester très, très scientifique. Alors, on peut dire que ça commence à sortir du domaine de la science, puisque là, on n'a pas d'appareil pour enregistrer et pour vérifier. Et reproduire la même intensité, parce que si vous y allez 2 heures plus tard voir la même personne, peut-être pas la même couleur d'aura. On peut avoir des preuves indirectes, parce que cet examen de l'aura peut donner des indications sur la santé. Sur la santé, et s'il s'avère au travers d'autres examens que la personne a bien des problèmes tels qu'ils ont été constatés à la lecture de l'aura, et là ça donne une preuve quand même supplémentaire, je dirais. Oui, et encore, parce qu'on doit garder que les moments où justement il y a eu quelque chose à une maladie, et puis les autres fois on doit oublier. Vous voyez, je peux toujours dire que vous avez un problème dans l'épaule gauche. Si vous l'avez, tant mieux. Bingo, j'ai trouvé qu'il y avait un problème dans l'épaule gauche. Et sinon, on n'en parle pas, parce qu'on peut le garder dans les statistiques. Oui. Hein donc il y a peut-être aussi un effet de chance, c'est-à-dire qu'on peut tomber avec le hasard donc sur le bon diagnostic. Oui, oui, aussi, il y a le facteur chance. Oui. Ou inspiration autre. Et puis finalement, l'aura n'a rien à voir dans l'histoire. Oui. Alors il y a aussi donc des personnes qui sont des radiesthésistes, donc qui, eux, vont avec un pendule. Mais il faut savoir que le pendule n'indique rien, donc tout passe au travers de leur corps, et c'est leur corps qui va donner les impulsions. Et encore une fois, ils se mettent en modification de conscience pour être complètement neutre, le mental à zéro, et après ils laissent le corps. Et donc leur corps sert d'antenne, donc de récepteur, et donc ils vont transmettre l'information. Mais qu'est-ce qu'ils captent? Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils captent? Et donc ça ils captent dans un certain nombre de cas donc l'aura astrale. Donc qui dénote les émotions à un moment donné de la personne, et parfois son état de santé. L'énergie aussi astrale. Alors, l'énergie astrale. L'aura, l'énergie, la vibration, quoi. Tout ça. Et puis il y a je dirais qu'autour du corps, il y a des zones encore plus étendues, donc qui concernent ce qu'on appelle l'aura mentale. Et là, il y a plus réellement de couleurs, mais plutôt des formes géométriques. Et donc là, on voit les pensées.
Et on peut voir aussi, certaines personnes ont ce qu'on appelle des formes pensées. Oui. Donc des pensées qui sont un peu figées et qui s'accrochent à eux et qui vont les obliger à faire certaines choses. À continuer de boire ou à continuer d'avoir par exemple des chiens. Enfin, voilà, ça, c'est les formes pensées. Ah, oui. Donc on est comme des poupées russes, on est constitué de 36 000 enveloppes, plus ou moins visibles, et de différentes dimensions. C'est ça ? Voilà. Différentes dimensions. Alors, quand on parle de dimensions, je pense qu'il y a une confusion dans le domaine spirituel, ésotérique, etc. En fait, je pense qu'il faudrait parler plutôt de densité. Oui. Et donc, par exemple, les atomes ont une certaine densité. Donc, lorsqu'on touche les atomes, on voit que c'est dur. Okay. Et plus ça va, moins la densité est élevée. Ben oui. Et ça, c'est lié à la géométrie, au volume des particules dont on est composé. Donc les atomes sont quand même relativement gros par rapport aux électrons. Et les électrons sont très gros par rapport aux photons. Aux quarks. Voilà, et les quarks, les particules qu'on a découvertes récemment. Ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de vide en nous. On est plein, on n'est pas vide quand même. En fait, on est plein de vide. Alors, on est plein de vide, mais ce vide est justement des intensités, vibrations. Enfin, c'est pas rien, ce vide. Oui. Alors, quand on regarde dans les échelles, c'est un petit peu... On peut comparer, par exemple, la distance entre la Terre et la Lune. Oui. Donc, on a l'impression qu'il y a le vide entre la Terre et la Lune. Et il se passe à peu près la même chose, de manière analogique, donc entre le noyau d'un atome et ses électrons. Et donc, dans les autres dimensions, ça va être pareil. Et pourtant, il tourne autour du noyau. Voilà. Et donc, il y a des forces. Au minimum, il y a des forces. Oui, il y a des forces. Donc, les atomes, il y a des forces de rotation des électrons autour du noyau. Également, à l'intérieur du noyau, il y a des forces aussi de rotation qu'on appelle le spin. Et exactement aussi dans les électrons. Donc tout est en rotation en fait. Y compris les chakras, vous me parliez des Indiens. Oui. Et ils tournent dans un bon sens, donc, etc. On appelle ça aussi des vortex. Oui. Donc les vortex, sur la Terre, donc on les connaît très bien, je dirais, avec la météo. Avec les météos, quand il y a des tornades et autres, donc on voit un vortex qui se produit. Et ce vortex-là, eh bien, on le voit aussi bien dans l'immensément grand, donc au niveau des galaxies par exemple. Oui. Et on le voit dans l'infiniment petit. Et dans nous-mêmes, bien entendu. Alors, quand même, docteur, on n'est pas que poussière et vide. Si, en fait, on est en même temps vide et matière. Mais lorsqu'on touche quelque chose, on ne touche pas la matière, en fait. Il n'y a que des forces de répulsion. D'accord, c'est que des forces qui s'annulent. Des forces de répulsion. Est-ce que ça peut aller jusqu'au spiritisme, au verre qui bouge, la table qui commence à grincer? Est-ce que c'est le même système? Dans le bas astral, donc il y a des entités qui peuvent participer à des séances de spiritisme et qui sont très contents lorsqu'ils arrivent à faire peur à nous les humains, oui. Donc ils mettent en jeu des forces, notamment des forces éthériques, pour pouvoir bouger des objets, et ils utilisent les forces éthériques qui sont déjà présentes. Et donc, comment ils font ça? Parce qu'ils peuvent pas toucher de la densité. Comment ils font ça? Non, mais ils sont quand même très proches de notre monde physique. Oui, d'accord. C'est un monde parallèle, très proche d'une autre, et ils arrivent à se concentrer, ils font de la télékinésie de l'autre côté. Oui, mais ça paraît complètement fou, mais il y a des forces maintenant qu'on commence à comprendre au niveau scientifique et qui peuvent être utilisées par exemple les forces de magnétisme. Oui. Donc entre deux aimants, donc il va y avoir répulsion sans que ça se touche. Eh bien, c'est la même chose entre les électrons et les noyaux. Donc il y a des forces d'attraction et de répulsion. D'accord. Et donc là, nos amis, le bas astral de l'autre côté arrive à faire bouger le verre grâce à nos doigts qui sont poussés dessus quand même. Il y a aussi intervention de l'être humain. Bien qu'on ne pousse pas le verre, mais peut-être qu'on transmet nos forces. Enfin, peut-être qu'on crée nous-mêmes une force supplémentaire en se reliant entre eux. Alors, effectivement, il peut y avoir ce phénomène-là, mais à partir du moment où on voit les tables qui commencent à se soulever, donc là, il y a d'autres phénomènes en jeu.
Oui. Et donc on ne peut pas réduire, je dirais, le phénomène juste à l'intervention, je dirais, humaine. Voilà. Ah oui, c'est pas notre cerveau, si mystérieux qu'il est, qui pourrait, quand on a décidé de se réunir, créer une force supplémentaire qui soulèverait ou ferait craquer l'armoire, parce que d'une façon inconsciente, on crée nous-mêmes cet esprit qui n'existe pas. Je dirais qu'on a des forces en nous qu'on n'utilise pas et qu'on ne sait pas diriger pour créer, et donc les entités du bas astral peuvent utiliser ces forces. Oui, on va jusqu'à dire que les entités du bas astral existent. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui créons ce genre de manifestation, qui créons ce genre de manifestation et qu'on a déduit c'est pas nous, c'est les autres. Parce que tous les problèmes, c'est pas nous, c'est le diable, hein, c'est connu depuis des siècles. Il y a des gens qui s'entraînent pendant des années pour essayer de faire bouger un verre à distance ou des petits objets, mais ils en restent toujours à des petits objets. Il leur faut parfois des heures avant d'arriver à bouger un objet. Donc ça montre que c'est pas très facile. Et lorsqu'il y a une concentration, je dirais, lors d'une séance de spiritisme de personnes, eh bien, il y a beaucoup plus d'énergie qui est en jeu. Mais oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas justement entre nous, êtres humains, que nous créons ce genre de manifestation? Et je dirais qu'il y a des phénomènes. Alors, on peut faire des analogies, je dirais, avec la prière qui est faite dans un groupe. Oui. Donc, la puissance de la prière va être beaucoup plus forte lorsque on est dans un groupe qui est uni. D'accord. Alors, dans la prière, on appelle à un être céleste en disant aide-nous, guéris machin, etc. Mais ça se trouve, encore une fois, cet être céleste n'existe pas. Je ne veux pas vous semer le doute. Mais le fait de se réunir, nous en tant qu'êtres humains, avec notre cerveau mystérieux et notre subconscient ou inconscient, tout ce que vous voulez, ça se trouve, on crée la guérison nous-mêmes. Et on n'a pas besoin de ce bas astral ou de Saint Félicien ou je ne sais qui. Mais je pense qu'on est des canaux. On est juste des canaux. Alors on est poussière, on est vide et on est juste des canaux. On n'existe pas par nous-mêmes. Alors. On est des canaux. Et donc, par exemple, dans des phénomènes de guérison, lorsque j'impose les mains, souvent les personnes laissent faire l'énergie qui est en eux, hein, et qui peut rentrer au niveau du chakra coronal, par exemple, et ensuite diriger sur les mains, et qui va opérer la guérison. Mais je dirais que il y a un peu de phénomène inconscient là-dedans. On ne connaît pas le processus, je dirais. Il y a aussi de la suggestion. Oui. Et il y a aussi le côté placebo. Si je vais voir le guérisseur, c'est que je veux guérir. Oui, mais parfois, il y a des guérisons qui sont non expliquées. Oui, tout à fait. Tout à fait, surtout à Lourdes. Non, mais c'est vrai, je prends l'exemple de Lourdes. Mais il y a des miracles, il y a des personnes qui ont été totalement guéries alors qu'ils n'y croyaient même pas. Oui. Et qu'on les a traînés de force et ils ne voulaient pas y aller parce que ça les embêtait. Et puis ils sont ressortis de là, ils étaient miraculeusement guéris. Voilà. Donc ça, c'est étonnant parce que même la personne ne voulait pas être guérie. Et puis le brancardier, il l'a mis dans la piscine sans penser à quoi que ce soit. Enfin, donc il y a quand même des choses autres que l'être humain qui fabrique, c'était ma question, qui fabriquait peut-être tous ces ersatz d'esprit ou quoi que ce soit, alors que ça pourrait venir que de nous. Vous me confirmez donc que ça ne vient pas que de nous ne sommes qu'un canal et qu'il y a des esprits, bons ou mauvais, et qu'il faut un peu d'humilité, c'est ça Je dirais qu'on a tous en nous les capacités de guérison. Mais pour accéder à ces capacités-là, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc peut-être que le chemin le plus simple, c'est de faire appel donc aux forces, aux entités qui sont au-dessus de nous et qui peuvent nous aider, qui voient très bien la façon dont les énergies sont dirigées. D'accord, je vois bien, je comprends bien. Mais en tant que scientifique, Philippe Lemaire, qu'est-ce qui certifie que les entités existent? Voilà. Alors après, donc il y a des expériences qu'on peut faire et qui commencent à être de plus en plus communes. Donc pour pouvoir, pendant son existence, je dirais voir les entités, donc si on n'a pas forcément de faculté de médium, donc il y a aussi des techniques comme le voyage astral, oui. Donc qui permettent de se décorporer et d'avoir un contact, oui. Un contact avec d'autres entités. Alors, vous l'avez fait, je l'ai fait. Bon, c'est aussi de la conscience modifiée, c'est aussi de la méditation, c'est aussi du rêve éveillé ou semi-éveillé. C'est-à-dire qu'on se dirige et puis si on a envie de faire un voyage astral, on le fait. Enfin, je ne veux pas être négatif parce que sur l'élévation,
Vous pensez bien à tout cela, je crois. Mais quand on veut raisonner scientifiquement, c'est difficile de transmettre cette information comme possiblement existante. Oui. Vous voyez, on peut être encore dans le domaine du rêve pour ces voyages astraux. Oui. Vous avez une preuve des entités positives ou négatives. Je pense, je ne sais pas si vous y avez encore touché, mais la transcommunication, je pense que c'est le meilleur chemin. Parce que là, scientifiquement, avec de l'électricité, des appareils électriques, on monte un certain système qui permet de faire apparaître soit des textes, soit des visages, voilà, là, il y a quelque chose dans la transcom. Et puisque vous êtes scientifique, non, vous avez essayé je dirais que même au travers de la transcommunication expérimentale, même au travers de tous les enregistrements, que ce soit sonore ou même des images, donc pour un scientifique, ça n'apportera pas de preuves. On peut dire, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je dirais que dans ce domaine, le domaine spirituel, celui qui va au-delà de la matière, les preuves scientifiques sont pour l'instant très difficiles à obtenir. On en est là depuis le début de l'entretien, c'est ça. On entre dans une dimension, excusez-moi de reprendre ce terme un petit peu calvaudé, mais on rentre dans autre chose où franchement les scientifiques ne peuvent pas jouer dans l'histoire parce que les méthodes scientifiques ne peuvent pas suivre. Et ça rentre dans la pensée. Oui. Plus qu'autre chose. Maintenant, on commence à avoir quelques méthodes scientifiques qui pourraient... Par exemple, on peut provoquer un voyage astral en faisant passer l'électricité dans le cerveau, dans certaines zones du cerveau. Et à ce moment-là, la personne se voit du plafond, par exemple. Et va pouvoir se décrire comme si elle s'observait du plafond. On tomberait sur les EMI, les expériences de mort imminente aussi. Ça voudrait dire que le cerveau, si jamais il disjoncte un petit peu, on a cette sensation-là alors qu'on ne l'a pas vraiment. Et donc je pense qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin dans le cadre de ces expériences, par exemple pour demander à la personne d'aller voir ce qui se passe dans la pièce à côté. Oui. Cacher quelque chose et de dire est-ce que vous voyez vraiment ce qu'on a caché, donc, sans qu'il y ait télépathie possible. Et là, on aurait un début de preuve. Oui. Et on n'a pas déjà ça Si, on a des débuts de preuve, mais pour un scientifique, il faut qu'il puisse répéter dans toutes les conditions possibles et imaginables, donc pour que ça soit une certitude. Donc on ne joue pas dans le même jeu une fois de plus. Et là, je dirais qu'il y a certains, par exemple, personnes qui seront douées pour ce genre de choses et d'autres qui seront beaucoup moins douées. Oui, en plus. Donc le scientifique que vous êtes, il a une dichotomie entre la croyance et puis vraiment ce qui est palpable avec le protocole raisonnable de ce qu'on a institué depuis quelques millénaires. Je dirais que si on s'arrête uniquement au domaine scientifique, eh bien on se met des lunettes avec des verres fumés. Et donc on ne va pas très loin en fait. Oui. Alors que l'exploration, je dirais du domaine spirituel, ça peut aller très loin en termes d'expérimentation personnelle et sans qu'on on s'apporte des preuves à soi-même, de la même manière que je peux dire je respire, je n'ai aucun doute sur le fait que je respire. Donc au travers de ces expériences-là, on a la certitude que c'est des expériences réelles. Oui. Mais on ne pourra jamais prouver à d'autres qu'elles sont réelles. Même si ça, on voit, on inspire, on expire. Physiquement. Mais je faisais une analogie. Ah oui, oui, d'accord. Une analogie donc, entre la respiration où j'ai une certitude et si je fais des expériences dites paranormales, donc je ne pourrais pas apporter de preuves. Oui, on est toujours sur le fil du rasoir entre croyance et puis raison. Voilà. Mais le cœur a des croyances, pour paraphraser l'autre, que la raison ignore. Bien. Le mystère de la vie, Philippe Lemaire. C'est la fin de la première partie. À tout de suite pour la seconde. Oui.